le 25 juillet 1943, polygone de Kummersdorf. Cet endroit fut appelé le cimetière des espoirs et la forge de la victoire. Ici flottait un thé des odeurs de pin, de terre humide, du brandebourg et d'essence à haut indice d'octane. Mais ce jour-là, l'air sentait la peur animale. Un groupe d'officiers supérieurs se tient autour d'un monstre d'acier, abrité sous des bâches. Au centre de l'attention, un tigre. 57 tonnes d'acier mortel de Krupp, le summum de la technologie, un prédateur invincible qui devait renverser le cours de la guerre sur le front de l'Est. Mais ce prédateur est mort. Aidez à promouvoir cette vidéo par un like et un abonnement afin que davantage de personnes connaissent la vérité. Et à venir, toute une série de documents sur des événements qu'on a tenté de passer sous silence pendant des décennies entières. Il se tient immobile au milieu de la piste d'essai. Son puissant canon de 88 mm regarde tristement vers le bas et le moteur est silencieux. Autour de lui, comme des fourmis dont on aurait arraché la tête à la reine, courent les meilleurs mécaniciens d'Allemagne. Ils sont en panique. Demain, à exactement 9h du matin, cet exemplaire précis, un prototype modernisé avec une nouvelle transmission, doit être présenté à une commission spéciale venue de Berlin. Les rumeurs affirmant qu'Albert Speer en personne ferait partie de la commission. Si le char ne roule pas, des têtes vont tomber, non pas au sens figuré, mais au sens le plus littéral. L'exécution pour sabotage était le minimum auquel pouvaient s'attendre les ingénieurs à cette époque, et c'est là que commence le plus intéressant. Dans le rapport officiel de la commandature du polygone pour ce jour-là, dont nous avons réussi à racheter une copie lors d'une vente aux enchères fermées en Argentine pour une somme faramineuse, il y a une note étrange, presque illisible, au crayon dans la marge. Spécialiste extérieur de catégorie C, recruté. Qui était ce spécialiste ? La catégorie C dans la bureaucratie allemande de l'époque ne désignait pas un ingénieur invité de la firme Henschel, ni un professeur de physique. C'était du matériel consommable, c'était un prisonnier de guerre. Mais pourquoi diable l'élite de la construction de chars allemande avait-elle besoin de l'aide d'un esclave sans droit ? Pour comprendre toute l'horreur de la situation dans laquelle se trouvait le commandant du polygone, le Standartenführer Brunner, il faut plonger dans le contexte de l'époque. L'été 43. Après Stalingrad, la Wehrmacht avait besoin d'un symbole. Ils avaient besoin d'une Wunderwaffe, une arme miracle. Le Tigre était une bête capricieuse. Son cœur, le moteur Maybach HL 230, était puissant mais incroyablement complexe, et la transmission ressemblait carrément à une montre suisse agrandie 1000 fois et plongée dans la boue. Ce jour-là, le 25 juillet, arriva ce que tous redoutaient. La nouvelle boîte de vitesse expérimentale se bloqua définitivement. Les mécaniciens allemands, des hommes ayant une formation universitaire, auteurs de manuels, passèrent 6 heures auprès du char. Ils changeaient les engrenages, vérifiaient la pression d'huile. Ils priaient presque leur dieu teutonique de la guerre. Mais le mastodonte de 50 tonnes ne bougea pas d'1 millimètre. Brunner était furieux. Il comprenait que l'échec de demain lui coûterait sa carrière et peut-être sa vie. Et c'est alors que son adjudant, un jeune lieutenant, dont l'histoire n'a pas conservé le nom, mais dont nous voyons la signature sous l'acte de transfert du prisonnier, se souvint des rumeurs. Dans le baraquement numéro 7, où étaient détenus des spécialistes techniques particulièrement importants parmi les prisonniers, se trouvait un Russe. Dans les registres allemands, son nom figure comme inconnu, seulement le numéro personnel 4312. Pourquoi était-il si important ? Les documents du SMERSH, qui ont miraculeusement survécu après les purges des archives dans les années 50, contiennent le protocole d'interrogatoire de l'un des prisonniers libérés du même camp. Le témoin affirme que cet homme, avant la guerre, travaillait comme testeur en chef dans une usine de tracteurs de l'Oural. On disait qu'il sentait le métal à même la peau, qu'il pouvait déterminer une panne de moteur simplement en posant l'oreille contre le blindage. Une légende circulait selon laquelle, près de Kharkov, déjà commotionné, il avait réparé seul son T-34 sous un bombardement de mortier, n'utilisant qu'une masse et un morceau de fil de fer, et avait sorti la machine de l'encerclement. Les Allemands, ces pédants méticuleux qui ne croyaient qu'aux instructions, se trouvaient dans une impasse. Ils n'avaient pas d'instructions pour le cas où les instructions ne fonctionnaient pas, et ils décidèrent de jouer à la roulette russe avec un char allemand,
Imaginez ce moment avec une netteté cinématographique. Les lourdes portes du camp s'ouvrent en grinçant. Une escorte de 4 hommes armés de mitraillettes fait sortir un homme. Il a l'air terrible, émacié, dans une combinaison sale, imprégnée de mazout, qui pend sur lui comme un sac. Son visage est gris de la poussière du camp et de la sous-alimentation. Les pommettes sont tendues de peau si fortement qu'il semble qu'elles vont la percer d'un instant à l'autre. Il tient à peine debout, vacillant au vent, mais les yeux, les témoins, et parmi les gardiens, il y en eut qui survécurent et témoigneraient plus tard auprès des alliés, disaient que ses yeux brûlaient d'un feu froid et inhumain. Ce n'était pas le regard d'une victime, c'était le regard d'un prédateur qui se trouvait temporairement en cage. On l'amena au char, la pluie s'intensifia, se transformant en véritable déluge. L'eau coulait sur son visage, lavant la saleté, mais il ne scia même pas. Devant lui se dressait une masse énorme, le tigre. Les officiers allemands, repus dans leurs imperméables secs, le regardaient comme de la boue sous leurs pieds. Brunner, par l'intermédiaire d'un interprète, énonça les conditions. Elles étaient simples et cruelles, comme tout à cette époque. Tu répares, tu reçois une boîte de ragoût, une miche de pain et la vie. Tu ne répares pas. Exécution sur place, directement près des chenilles. Le silence s'installa sur le polygone. On n'entendait que le bruit des gouttes sur le blindage. Le mécanicien russe leva lentement la tête. Il ne regardait pas les officiers, il regardait le char. Dans son regard, il n'y avait pas de peur face à la machine. Il y avait de la reconnaissance, comme s'il rencontrait un vieil ennemi dont il connaissait les faiblesses mieux que ses 5 doigts. Il ne se précipita pas vers les outils, ne commença pas à s'agiter, comme s'y attendaient les Allemands, les Tissapo les Allemands. Il fit ce qui poussa le Standartenführer à saisir nerveusement son étui. Le prisonnier s'approcha tout près du char et posa la paume sur le blindage froid et mouillé de la plaque frontale. Il passa la main sur la soudure, comme s'il caressait une bête qu'il s'apprêtait à dompter ou à tuer. Ce fut un moment presque mystique. L'homme et la machine, le créateur et le destructeur. Puis il se tourna vers l'interprète et prononça quelques mots. Sa voix était rauque, cassée, mais ferme. Il demanda des outils, mais pas l'ensemble standard du réparateur de la Wehrmacht. Il demanda une liste étrange, presque absurde de choses. Une clé de 32, un lourd marteau, un seau d'huile usagé et un morceau de toile épaisse d'1 mètre sur 1 mètre. Les officiers échangèrent des regards. Pourquoi la toile ? L'un des ingénieurs de Henschel renifla avec mépris. Il veut probablement l'étaler pour ne pas salir ses haillons. Barbare. Des rires fusèrent. Comme ils se trompaient, aucun d'entre eux, se tenant là avec leur formation technique supérieure, ne se doutait même que ce morceau de tissu deviendrait l'élément clé du plan qui mûrissait dans la tête du prisonnier. Un plan si audacieux qu'il était impossible d'y croire. Le commandant Brunner, jetant un coup d'œil à sa montre, acquiesça. Il n'y avait pas de temps pour les disputes. Il se fichait de ce que faisait ce Russe, pourvu que le char démarre. On apporta les outils, on les jeta dans la boue, aux pieds du prisonnier. Le mécanicien, lentement, économisant chaque mouvement, se pencha et ramassa la clé. Il la soupesa dans sa main, comme pour vérifier l'équilibre. Puis il prit le seau d'huile noire et épaisse, et enfin, le morceau de toile roulée. Il fourra la toile dans sa combinaison. Ce geste échappa à l'attention de la plupart, mais pas à la nôtre. Dans le rapport sur l'incident, établi par la Gestapo une semaine plus tard, ce moment sera souligné au crayon rouge avec la mention négligence de la garde. Mais à ce moment-là, personne n'y prêta attention. Le prisonnier grimpa sur le blindage. Il se déplaçait lentement, mais avec assurance. La garde restait en bas, fumant paresseusement des cigarettes, protégeant les flammes de la pluie dans leurs paumes. Personne ne grimpa derrière lui. Qui a envie de se mouiller ? Et puis que ferait-il ? Le char est cassé, autour des miradors avec des mitrailleuses, une clôture avec du fil barbelé sous tension, des champs de mines. Où fuir ? Le Russe disparut dans l'écoutille du mécanicien conducteur. Et à partir de ce moment commença le compte à rebours. Ce qui se passa à l'intérieur de la boîte d'acier pendant les 4 heures suivantes resta un mystère pour les Allemands.
Ils n'entendaient que des cliquetis métalliques, des coups de marteau et parfois un grincement qui donnait la chair de poule. Il leur semblait qu'ils réparaient simplement la transmission, grossièrement, de manière barbare, mais qu'ils réparaient. Mais éloignons-nous un instant du polygone trempé et transportons-nous dans le silence d'un bureau d'études. Nous avons obtenu la documentation technique des premières séries du Tigre. Cette machine avait un défaut fatal que seuls les concepteurs en chef connaissaient, mais qu'ils craignaient de rapporter à Hitler. Le système hydraulique, responsable de la rotation de la tourelle et du contrôle de la transmission, avait un circuit commun avec le système de verrouillage d'urgence des écoutilles. Cela avait été fait pour l'étanchéité lors de la conduite sous-marine, car le Tigre pouvait marcher au fond des rivières. Mais il y avait un détail. Une minuscule soupape de décharge de surpression se trouvait dans un endroit difficile d'accès, directement sous le siège du mécanicien conducteur. Si cette soupape était obstruée, puis que l'on augmentait brusquement le régime du moteur jusqu'à des niveaux critiques, la pression dans le système bondirait non pas aux 150 atmosphères réglementaires, mais à 300. Les tuyaux ne tiendraient pas, mais où se rompraient-ils ? Les ingénieurs allemands pensaient que le dispositif de sécurité dans le compartiment moteur se déclencherait. Notre tankiste savait autre chose. Il savait que le premier à céder serait le raccord du tuyau directement dans le compartiment de combat. Et il le savait parce qu'il avait étudié les instructions allemandes capturées D-42 lorsqu'il travaillait en évacuation sur l'analyse de la technologie ennemie. Il avait une mémoire phénoménale. Il se souvenait du schéma hydraulique jusqu'à la vis. Se trouvant à l'intérieur du char dans l'exiguïté et la pénombre, éclairé seulement par une faible ampoule, il ne réparait pas simplement la boîte de vitesse, il transformait le char en piège. Il desserrait délibérément les colliers sur le tuyau d'huile chaude, dirigeant sa buse de manière à ce que le jet frappe un point précis, l'emplacement du commandant du char. Et ce fameux morceau de toile ne lui servait pas pour s'allonger. Il préparait une protection pour lui-même. Chaque coup de marteau, chaque tour de clé faisait partie du plan mortel. Il agissait au toucher dans un brouillard d'huile, suffoquant des vapeurs, mais ses mains travaillaient avec la précision d'un neurochirurgien. Il comprenait qu'il n'aurait qu'une seule tentative, une chance sur 1 million. Si le moteur ne démarrait pas, exécution. S'il démarrait, mais que la soupape se déclenchait trop tôt, il cuirait vivant dans l'huile. Mais il n'avait rien à perdre. Derrière les parois du char l'attendait la mort ou le camp de concentration, ce qui était pire que la mort. Ici, à l'intérieur, il avait un espoir fantomatique. Dehors, il faisait sombre, la pluie ne cessait pas. Les officiers commençaient déjà à perdre patience. Le Standartenführer Brunner marchait nerveusement de long en large. Ses bottes faisaient un bruit de susion dans la boue. « Combien de temps encore va traîner ce porc russe » aboya-t-il à l'interprète. L'interprète, tremblant de froid, cria la question dans l'écoutille ouverte. Des entrailles du char résonna une voix sourde. « Prêt, il faut vérifier. » L'écoutille s'ouvrit et le mécanicien apparut. Il était noir d'huile, comme le diable lui-même. Son visage brillait, ses mains tremblantes de surmenage, mais il hocha la tête. Le char est réparé. Brunner expira. La tension qui pesait dans l'air se relâcha un peu. Le commandant, voulant en finir au plus vite et retourner dans son bureau chauffer boire du schnapps, donna l'ordre qui fut son erreur fatale. Il n'ordonna pas de sortir le Russe et d'installer son propre conducteur. Non, il décida que puisque le Russe avait réparé, qu'il montre comment ça marche. Qu'il démarre et fasse un tour sur le petit rayon. S'il cale, l'abattre, lança-t-il. On ordonna à l'équipage de monter dans le char. Ce n'était pas des combattants expérimentés du front, mais une équipe d'essai de l'arrière. Le commandant du char était un jeune Oberleutnant ambitieux, Kroos, tout juste sorti de l'école, rêvant de la croix de fer. Le tireur et le chargeur étaient des Gefreiter qui comprenaient mieux les défilés que les vrais combats. Et, bien sûr, on adjoignit au mécanicien un gardien. Un gaillard costaud avec une mitraillette MP40 qui s'assit à la place du radio à droite du conducteur, le canon de la mitraillette pointé directement sur le flanc de notre héros. La situation était sans issue. Un homme seul, désarmé, épuisé, entouré de 4 ennemis à l'intérieur d'une boîte de fer sous la mire de toute la garde du polygone. Que pouvait-il faire ? Voler le char ?
Stupide. La vitesse du Tigre dans la boue était au maximum de 20 km/h. N'importe quel motocycliste le rattraperait. Abattre quelqu'un, les munitions étaient d'entraînement des obus inertes. Et comment chargerait-il le canon assis au levier ? Les Allemands étaient calmes, trop calmes. Ils sous-estimèrent à nouveau celui qui avait traversé l'enfer du front de l'Est. Le mécanicien prit sa place. Le pied gauche enfonça l'embrayage. Lourd, dur, l'embrayage allemand. La main droite se posa sur le bouton du démarreur. Le cœur battait quelque part dans la gorge, couvrant le bruit de la pluie. C'est maintenant ou jamais. Il appuya sur le bouton. Le moteur électrique du démarreur à inertie hurla, prenant de la vitesse. 1 seconde, 2, 3. Cela semblait une éternité. Et soudain, bang, le moteur toussa, expulsant des tuyaux d'échappement un nuage de fumée noire épaisse qui recouvrit les officiers sur la tribune, les faisant tousser. Les 12 cylindres prirent vie. Un grondement régulier, puissant, grave, emplit le polygone. La vibration traversa la coque du char, se transmettant au sol. Les officiers, oubliant de tousser, sourirent. Ça marche. La technique allemande est de nouveau opérationnelle. Ils commencèrent même à applaudir. Idiots. Ils applaudissaient à leur propre mort à l'intérieur du char. Le bruit était assourdissant. L'Oberleutnant Krauss, par le système de communication interne, ordonna « Avance, petit rayon, en avant, vitesse 10 ». Le gardien enfonça le canon de la mitraillette dans les côtes du mécanicien, doublant l'ordre d'un geste. Le Russe enclencha lentement la première vitesse. Le char tressaillit et se mit à ramper, les chenilles mordenches dans la boue, broyant les pierres. La machine obéissait parfaitement. Le mécanicien semblait ne faire qu'un avec les leviers. Il conduisait le char avec fluidité, précision. Ils parcoururent 100 mètres, 200, un virage, encore un virage. La garde dans les miradors baissa les armes. Tout se passait selon le plan. Juste un essai de routine, ennuyeux. Mais notre héros attendait. Il attendait un certain tronçon de la piste. Là où la route faisait un virage serré au bord même de la forêt et où le sol était le plus ferme. Et il attendait que le moteur chauffe jusqu'à la température de fonctionnement. L'aiguille du thermomètre d'huile montait lentement. 60 degrés, 70, 80. C'est le moment. Il tâtonna discrètement de la main gauche sous le siège ce fameux morceau de toile et le tira plus près. La main droite serra plus fort le levier de changement de vitesse. Dans sa tête passa une pensée pour la maison, pour sa femme qu'il n'avait pas vue depuis 2 ans, pour son fils. Les reverrait-il un jour ? Peu probable. Mais il emmènerait ces fascistes avec lui. Le char approchait du virage. Krauss commandait « Réduire les gaz, virage à droite ». Et à ce moment se produisit ce qui brisa le scénario de ce jour, et peut-être changea le cours de la guerre dans l'esprit de ceux qui le virent. Au lieu de réduire les gaz, le mécanicien enfonça la pédale d'accélérateur à fond jusqu'en butée. Le moteur rugit comme une bête blessée. Le régime bondit jusqu'à la zone rouge, 3000 tours par minute. Le char bondit en avant, prenant de la vitesse. « Qu'est-ce que tu fais, porc ?» hurla Krauss. Le gardien sursauta, tentant de lever sa mitraillette, mais c'était trop tard. Le mécanicien tira brusquement de tout le poids de son corps le frein de chenille gauche vers lui, bloquant la chenille, et simultanément passa la transmission sur une vitesse réduite. C'était une manœuvre qui, théoriquement, aurait dû déchirer la boîte de vitesse en lambeaux. Le mastodonte de 57 tonnes, défiant toutes les lois de la physique, entra dans un dérapage contrôlé sur la boue. Le char pivota de 90 degrés. La force centrifuge projetait l'équipage à l'intérieur du compartiment de combat comme des poupées. L'Oberleutnant se cogna la tête contre la culasse du canon. Le garde laissa tomber son fusil automatique. Et au même moment, comme l'avait calculé le génie russe, la pression dans le système hydraulique, stimulée par les tours fous du moteur, atteignit le point critique. Ce collier desserré sur le tuyau se rompit. Cela ressemblait à une explosion. Un jet d'huile brûlante, sous une pression de 300 atmosphères, frappa l'intérieur du compartiment de combat. Il frappait exactement là où le mécanicien visait, vers l'emplacement du commandant et du radio. Mais une fraction de seconde avant cela, le mécanicien avait jeté sur lui une bâche épaisse et humide, s'en couvrant la tête comme d'un bouclier. L'enfer commença à l'intérieur du char. L'huile chaude, ce n'est pas de l'eau, c'est du napalm. Les cris des Allemands furent couverts par le rugissement du moteur. Le garde, aveuglé et brûlé, commença à tirer au hasard.
Les balles ricochaient à l'intérieur de l'espace confiné, faisant jaillir des étincelles. La fumée, la suie, l'odeur de chair brûlée et l'huile remplirent instantanément le char. Le système de ventilation ne parvenait pas à suivre et il était, de toute évidence, endommagé par une balle perdue. De l'extérieur, tout paraissait encore plus terrible. Le tigre, qui une seconde auparavant rampait paisiblement sur la route, rugit soudain, projeta une gerbe d'étincelles par les tuyaux d'échappement et, effectuant une pirouette inimaginable, fonça non pas sur la route, mais droit à travers champs, vers la clôture, vers les entrepôts de carburant, vers la liberté. Le commandant Brunner laissa tomber ses jumelles. Il se tenait bouche ouverte, incapable de donner un ordre. Son cerveau refusait d'y croire. C'était impossible. Un prisonnier moribond, à moitié mort, avait volé le char le plus moderne sous les yeux de toute la garde. Ce n'est qu'après 10 secondes, qui semblèrent une éternité, que la sirène d'alarme hurla. « Alerte! Alerte de combat! Arrêtez-le! Tirez sur les chenilles !» hurla Brunner en postillonnant. Mais il était déjà trop tard. La bête s'était échappée de sa cage, et ce n'était plus le règlement allemand qui la contrôlait, mais la fureur russe. Pendant ce temps, à l'intérieur du monstre d'acier, notre héros jeta la bâche. Il était intact. Lui l'avait éclaboussé tout autour, mais son abri l'avait sauvé. Le garde se tordait en convulsions sur le sol. Le commandant du char et les autres membres de l'équipage étaient matati soit inconscients, soit morts. Le mécanicien était seul contre tout le Reich, et il souriait. D'un sourire effrayant, noir de suie, il serrait les leviers, sentant la puissance de la machine se transmettre à ses mains. Devant lui se trouvaient allées barbelés, derrière eux la forêt, et derrière la forêt l'est, là où le soleil se levait, et il appuya encore plus fort sur l'accélérateur. Une colonne de fumée grasse et huileuse provenant de la citerne explosée s'élevait dans le ciel gris du Brandebourg, servant de phare particulier pour toute la région. Mais pour le fugitif, ce rideau noir devint un salut. Le chaos des premières minutes, quand personne ne comprenait ce qui se passait, offrit à notre héros une précieuse avance de 500 ou 600 mètres. Pendant que la garde courait entre éteindre l'incendie et tenter de trouver les clés des salles d'armes, le tigre brisait déjà le sous-bois, s'éloignant du maudit polygone. Avez-vous déjà entendu comment 57 tonnes de métal se feraient un chemin à travers une jeune forêt de pins ? Ce n'est pas comme le bruit d'un moteur, c'est comme un tremblement de terre. Les arbres ne se cassent pas simplement, ils explosent en éclats sous la poussée du blindage. Les racines jaillissent de terre avec fracas, et le sol tremble si fort qu'il devient difficile de tenir debout à un demi-kilomètre du lieu des événements. Et dans cette cacophonie de destruction, un homme menait sa propre guerre. Nous avons trouvé le rapport du commandant du peloton motorisé de garde, le lieutenant von Sternberg. Ce document a pris la poussière pendant de longues années dans les archives de la Stasi, car après la guerre, il est tombé dans la zone d'occupation orientale. Von Sternberg décrit la poursuite non pas comme une opération militaire, mais comme une chasse aux fantômes. Il écrit que lorsqu'ils sortirent par les portes sur des motos BMW R75, les traces de chenilles étaient clairement visibles dans la boue. De profondes blessures déchirées dans le corps de la terre, se remplissant d'eau. Il semblerait, quoi de plus simple ? Rattrape-le, bombarde-le de grenades, arrête-le. Une moto développe une vitesse allant jusqu'à 90 km/h. Un char en forêt, au mieux, 15. Mais les Allemands n'avaient pas pris en compte un facteur psychologique. Ils ne poursuivaient pas une machine, ils poursuivaient le désespoir multiplié par un calcul génial. Le mécanicien russe à l'intérieur du char comprenait parfaitement qu'en ligne droite, il le rattraperait en 10 minutes. Le Tigre avait une énorme consommation de carburant et une ressource limitée du train de roulement. S'il sortait sur un espace opérationnel, sur une route ou un champ, il deviendrait une cible facile pour l'aviation ou les canons anti-chars, qu'on sortait certainement déjà des hangars. Son seul allié était la forêt allemande dense et ancienne qui gardait ses secrets depuis des siècles, et il dirigea la machine vers le plus épais, là où les arbres formaient un mur et où les ennemis étaient si profonds que même l'infanterie les franchissait difficilement. Il utilisa les dimensions du char comme une arme. En brisant les arbres, il créait derrière lui des barrages infranchissables.
Les troncs tombaient en croix, bloquant les étroits passages, coupant les motocyclistes. Von Sternberg se plaint dans son rapport. « Nous nous sommes heurtés à un mur de pin abattu. Nous avons dû abandonner les motos et courir à pied. Le cochon russe savait comment se barricader en mouvement. » Eh bien, jetons un coup d'œil à l'intérieur de la boîte d'acier. Que se passait-il là-bas ? Il n'y a pas de témoins, mais il y a les lois de la physique et de l'anatomie. À l'intérieur du compartiment de combat régnait l'enfer. La température était montée à 60 degrés, la ventilation ne fonctionnait pas. L'air était imprégné de monoxyde de carbone du moteur et de l'odeur douceâtre de l'huile hydraulique répandue. À côté du mécanicien, sur le sol, gisait le corps du garde qui n'avait jamais repris connaissance. Le mécanicien était seul. Il pilotait le char, tirant les leviers, avec des mains brûlées par le métal chaud. Ses yeux pleuraient à cause de la fumée âcre, mais il ne s'arrêtait pas. Savez-vous d'où lui venaient ses compétences ? En 1936, bien avant la guerre, à l'usine de tracteurs de Tcheliabinsk, on menait des essais secrets de nouveaux tracteurs sur terrain marécageux. Nous avons trouvé une feuille de récompense au nom d'un maître d'atelier qui avait réussi à sortir un prototype noyé d'un bourbier quand tous les ingénieurs avaient renoncé à la machine. Le nom de famille n'y figure pas, elle a été effacée par le temps et par un rat de bureau, mais la description de l'exploit correspond à la signature de notre fugitif. Il sentait la limite d'adhérence des chenilles au sol. Il savait que s'il donnait un peu plus de gaz, la chenille tournerait à vide et le char s'enfoncerait sur le ventre. Si un peu moins, il calerait. Il était en équilibre sur le fil du rasoir. Après 20 minutes de poursuite, la situation changea. Les Allemands comprirent que les motos étaient inutiles et lancèrent des chasseurs. Des transports de troupes blindés semi-chenillés à Nomag, avec de l'infanterie à bord. Ils pouvaient passer là où les roues s'enlisaient et ils avaient des radios. Les taux se resserraient. Le commandant du polygone Brunner, prenant conscience de l'ampleur de la catastrophe, fit décoller un avion de reconnaissance léger Storch. Maintenant, le fugitif était surveillé aussi depuis le ciel. Mais là, la nature elle-même intervint, ou si vous voulez, la providence. Un orage éclata, une vraie tempête d'été quand le ciel noircit en quelques secondes et que la pluie se transforme en cascade. La visibilité tomba à zéro. L'avion fut contraint de retourner à la base. Le Tigre se dissout à nouveau dans le rideau gris de pluie. Cependant, le plus étrange dans cette histoire, c'est le comportement des Allemands. Pourquoi n'ont-ils pas utilisé de Panzerfaust ? Pourquoi, ayant rattrapé le char à distance de visibilité, n'ont-ils pas ouvert le feu pour détruire ? Dans l'un des messages radio interceptés, déchiffrés par les services de renseignement britanniques après la guerre, résonne un ordre catégorique. Prendre la machine intacte, tirer uniquement sur les chenilles. À l'intérieur, objet 818. Qu'est-ce que l'objet 818 ? Pendant longtemps, les historiens ont pensé que c'était le nom de code du char lui-même. Mais dans les années 90, dans les archives des troupes chimiques de la Bundeswehr, un détail intéressant a émergé. 818 est le numéro de nomenclature d'un conteneur expérimental de gaz neurotoxique de nouvelle génération. Ce même obus dont nous avons parlé dans la première partie. Les Allemands ne craignaient pas que le Russe vole le char. Ils craignaient même qu'une balle perdue ne perce le conteneur à l'intérieur du char, et qu'alors le vent ne répande le poison mortel sur des dizaines de kilomètres, couvrant la ville voisine de Jüterbog. Notre héros devint l'otage d'une cargaison dont il ne se doutait peut-être même pas, ou dont il se doutait. Rappelez-vous comment il s'était couvert le visage avec la bâche quand il avait percé l'hydraulique. Peut-être avait-il trouvé les instructions. Peut-être savait-il que dans le char se trouvait la mort, et utilisait-il cela comme assurance. S'il savait que les Allemands se tireraient à pas sur la coque, cela lui donnait les mains libres. Il pouvait foncer à l'assaut, et il fonça. Au 5e kilomètre de la poursuite, la forêt s'ouvrit, et le char déboucha sur une vieille route forestière. Juste devant lui, barrant le passage, se tenait un camion Opel Blitz rempli de soldats. Ils installaient un barrage. Ils avaient une mitrailleuse MG-42, une arme terrible contre l'infanterie, mais inutile contre le blindage. Voyant la masse foncer sur eux, les soldats commencèrent à se disperser. Le conducteur du camion, pris de panique, tentait de démarrer le moteur, mais ses mains ne lui obéissaient pas. Le mécanicien russe ne dévia pas sa route, il ne ralentit même pas.
57 tonnes frappèrent l'Opel avec une telle force que le camion cessa simplement d'exister comme un tout. Il fut déchiré, écrasé, transformé en une crêpe plate de métal et de bois. Le Tigre passa dessus comme un rouleau compresseur sur l'asphalte, ne vacillant que légèrement. Ce moment brisa psychologiquement les poursuivants. Ils ne virent pas de la technique, ils virent une fureur à laquelle ils ne pouvaient rien opposer. Mais la technique a la propriété de se casser. Les capteurs de température d'huile du moteur étaient au maximum. Le Maybach, fonctionnant à régime maximal, commençait à avoir des ratés. Le mécanicien entendait ce rythme irrégulier. Toc, 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 raté, toc, toc. Les bougies étaient noyées ou le joint avait brûlé. Il devait refroidir le moteur. Mais comment? S'arrêter était impossible. Et alors il effectua une manœuvre qui ne pouvait venir à l'esprit que d'un fou. Devant lui se trouvait une petite rivière, affluent de l'Elbe, peu profonde, mais au fond limoneux. Les instructions allemandes interdisaient catégoriquement de franchir de tels obstacles sans reconnaissance préalable du fond et étanchéité, mais il n'avait pas le choix. Il dirigea le char droit dans l'eau. Vapeur. D'énormes nuages de vapeur blanche jaillirent du compartiment moteur. Quand la coque brûlante toucha l'eau froide, le char s'enfonça jusqu'à la tourelle. L'eau commença à inonder le compartiment de combat par les fentes et les appareils de visée percés par les balles. Mais le mécanicien comptait sur l'inertie et la puissance. Les chenilles, équipées de larges crampons, mordirent le fond. Le char, soufflant et toussant comme un énorme hippopotame, rampa sur le fond. L'eau refroidit le moteur, le sauva de la surchauffe, lui donnant encore quelques heures de vie. Les Allemands, arrivés sur la rive une minute plus tard, ne virent que l'eau bouillonnante et une trace s'enfonçant sur l'autre rive dans les roseaux épais. Les transports de troupes blindés s'arrêtèrent. Ils ne pouvaient pas nager. La poursuite s'enlisa à nouveau. Sorti sur l'autre rive, le mécanicien arrêta la machine dans les fourrés épais de saule. Il avait besoin d'une pause, ne serait-ce que 5 minutes. Ses mains tremblaient si fort qu'il ne pouvait pas desserrer ses doigts, agrippés mortellement au levier. Il devait les redresser un par un, surmontant les crampes. Il sortit sur la tourelle, avalant avidement l'air humide et frais. La pluie lavait l'huile et la suie de son visage. Pour la première fois depuis les dernières heures, il pouvait regarder autour de lui. Silence. Seulement le bruit de la pluie et le crépitement du métal qui refroidissait. Il était vivant, il était libre. Pour l'instant. À l'intérieur du char restaient les cadavres. C'était une cohabitation lourde, mais pour le moment il ne pensait pas à l'éthique. Il fouilla les corps. Sur le lieutenant Krause, il trouva un pistolet Luger avec 2 chargeurs, une tablette de chocolat Coca-Cola avec de la caféine, un énergisant inestimable pour un organisme épuisé et une carte routière ordinaire de la région. Le mécanicien la déplia sur le blindage mouillé, la protégeant de la pluie avec sa paume. Il se trouvait dans le triangle entre Jüterbog, Luckenwald et Baruth, l'arrière profond, jusqu'à la ligne de front des kilomètres. Vers l'est, Percé était irréaliste. À l'ouest, les Alliés n'avaient pas encore débarqué. Où aller? La logique suggérait, il fallait abandonner le char voyant et se faufiler à pied, se dissoudre, devenir l'un des milliers d'Ostarbeiter. Mais il regarda le Tigre, cette machine était son trophée, sa vengeance, et, peut-être, son billet pour l'éternité. L'abandonner maintenant signifiait se rendre, et il prit une décision qui contredisait le bon sens. Il décida de ne pas se cacher, il décida d'attaquer. Sur la carte était marqué le nœud ferroviaire de Luckenwald, une grande gare par laquelle passaient les convois vers le front de l'Est. S'il pouvait y arriver et organiser un sabotage, bloquer les voies, ne serait-ce qu'une journée, cela vaudrait plus qu'une dizaine de chars détruits. C'était un plan kamikaze. Mais un homme qui s'était déjà rayé des comptes dès 1941 ne craignait pas la mort. Il craignait une mort inutile. Il retourna dans le char. Maintenant, il devait s'occuper de l'armement. Le canon était silencieux. Le bloc de culasse était en place. Mais, comme nous nous en souvenons, il n'y avait pas d'obus, sauf celui-là, le secret. Mais il y avait une mitrailleuse couplée au canon MG-34. Il vérifia la bande, pleine, 250 cartouches. C'était déjà quelque chose. Et il trouva aussi sous le siège du radio une caisse de grenades, à main M24. Ces fameuses grenades à manche. Apparemment, l'équipage les avait prises pour des exercices de lancer.
6 pièces, pas beaucoup, mais pour une bonne bagarre, ça suffirait. Pendant ce temps, au quartier général du district, une véritable panique s'était levée. L'information sur le char échappé était parvenue à Berlin. Himmler, apprenant l'incident, entra dans une rage folle. Le fait qu'un Untermensch russe ait volé une technologie ultra secrète sapait le fondement même de l'idéologie nazie sur la supériorité raciale. Un ordre fut donné de mettre en alerte une division blindée d'entraînement SS, cantonnée à 60 km. Contre un seul char, toute une armée se déployait. La chasse passait à un nouveau niveau. Ce n'était plus une opération de police, mais une opération militaire. Sur les routes, on installait des barrages renforcés avec des canons anti-aériens de 88 mm. La forêt commença à être ratissée par des chaînes de chasseurs avec des chiens. Le ciel, dès que la pluie cessa, se remplit de Junkers. L'étau se resserrait avec une inexorabilité mathématique. Mais notre héros connaissait la forêt mieux qu'il ne le pensait. Il ne se déplaçait pas sur les routes, il suivait les tranchées des lignes à haute tension, les lits des ruisseaux asséchés. Il conduisait la machine avec autant de soin que si elle avait un cœur de cristal. Chaque trou, chaque souche, il les contournait, économisant la ressource de la suspension. Il écoutait le moteur comme un musicien écoute son instrument, captant la moindre fausse note. Et la machine lui répondait en retour. La bête allemande avait reconnu le maître russe. Vers la nuit, il arriva à la lisière d'un petit village. Il avait besoin de carburant. Les réservoirs du Tigre contenaient 534 litres, mais la consommation hors route était monstrueuse, jusqu'à 5 litres au kilomètre. L'aiguille du niveau de carburant rampait inexorablement vers zéro. Dans le village, selon la carte, il y avait une station de machines et tracteurs. Le risque était colossal, mais sans essence, le char se transformerait en tas de métal dans 10 km. Il coupa le moteur à la lisière et se mit à observer. Dans le village, c'était calme, quelque part un chien aboyait. Il n'y avait pas de lumière, le blackout était strictement respecté. Il prit un bidon trouvé dans le char, le pistolet du lieutenant et un couteau. Il sortit par la trappe d'évacuation inférieure pour ne pas faire de bruit avec le couvercle de la tourelle. Il glissa comme une ombre vers les premières maisons. Ici, ses compétences de reconnaissance, acquises lors de la campagne de Finlande, lui furent utiles. Il se déplaçait sans bruit, se fondant dans l'obscurité. Odeur de fumier et de fumée de cheminée. La vie paisible, si lointaine et si proche. À la station de machines et tracteurs se trouvait un tracteur solitaire et un tonneau avec l'inscription essence. Il n'y avait pas de garde. Apparemment, personne ne s'attendait à un ennemi au cœur de l'Allemagne. Il remplit le bidon, 20 litres. C'était une goutte dans l'océan. Il en fallait plus. Il trouva une charrette, y chargea encore 2 tonneaux de 200 litres. Le poids était incroyable, mais l'adrénaline fait des miracles. Il roula la charrette vers la forêt. Le grincement des roues lui semblait le fracas d'une canonnade d'artillerie. Chaque mètre était gagné au prix d'un combat. Le cœur battait si fort qu'il résonnait dans ses tempes. Alors qu'il approchait déjà de la forêt, la porte de la dernière maison s'ouvrit. Un vieil homme sortit sur le seuil avec une lanterne. Le bourgeois allemand était sorti vérifier pourquoi le chien aboyait. Le rayon de la lanterne révéla la silhouette d'un homme en combinaison sale poussant une charrette. Le vieil homme se figea. Il vit le visage de notre héros, le visage d'un homme qui avait traversé l'enfer. Dans ce regard, il y avait tant de douleur et de détermination que l'Allemand ne cria pas. Il baissa simplement sa lanterne et retourna silencieusement dans la maison, verrouillant la porte. Pourquoi n'a-t-il pas donné l'alerte ? Peut-être l'a-t-il pris pour un fantôme, ou a-t-il simplement décidé que vivre lui importait plus qu'être un héros ? Cela restera un mystère. De retour au char, le mécanicien versa le carburant. Ce fut un travail infernal. Soulever seul des fûts de 200 litres sur le blindage. Il utilisa un levier fait de bois mort, se déchira les tendons, rugit sous l'effort. Mais il y parvint, le réservoir plein. Maintenant, il avait une autonomie de 100 km supplémentaires. 100 km de liberté ou 100 km de guerre. Il reprit place au poste de mécanicien-conducteur. La fatigue s'abattit sur lui comme une couverture de plomb. Ses yeux se fermaient d'eux-mêmes. Son organisme réclamait le sommeil, mais dormir était impossible. Le sommeil, c'était la mort. Il mordit dans un morceau de chocolat, but de l'eau de pluie.
L'amertume de la caféine éclaircit légèrement sa conscience. En avant, seulement en avant. Le char se mit en marche, mais cette fois il n'avançait plus en se cachant. Il s'engagea sur la route asphaltée menant à Luckenwald. Les chenilles écrasaient l'asphalte, faisant jaillir des étincelles. La vitesse atteignit 40 km/h. C'était un défi audacieux et insolent à toute la machine de guerre du Reich. Il semblait dire « Je suis là, essayez de me prendre ». Et ils relevèrent le défi. Au loin, à l'horizon, apparurent des lumières de phare, une longue colonne. Ils venaient à sa rencontre. C'était l'avant-garde de cette même division blindée SS. Des Panthers, des transports de troupes co-blindés, des canons automoteurs. La force contre la force, un seul contre une légion. Mais ils n'avaient pas l'intention de mourir dans une attaque frontale. Il leur avait préparé une surprise. La particularité du terrain dans cette région résidait dans le système de canaux de drainage longeant la route. Des fossés profonds remplis d'eau. Si l'on y précipitait des véhicules, il serait impossible de les en sortir sans grue. Et notre tacticien décida de jouer au bowling. Un bowling d'acier où les quilles seraient allées chars allemands et la boule son tigre capturé. Il éteignit les phares. Le char se transforma en fantôme noir fonçant dans la nuit. La colonne allemande avançait tout feux allumés, confiante dans sa sécurité. Ils ne le virent pas jusqu'au dernier moment. Lorsque la distance se réduisit à 200 mètres, il alluma brusquement le projecteur, le dirigeant droit dans le pare-brise du camion de tête. Un rayon de lumière aveuglant transperça l'obscurité. Le conducteur du camion donna instinctivement un coup de volant à gauche et cela déclencha une réaction en chaîne catastrophique. Sur la façon dont un seul char, sans tirer un seul coup de canon, put arrêter une colonne mécanisée et transformer la route nocturne en cimetière de véhicules, les historiens militaires débattent encore aujourd'hui. Certains appellent cela de la chance, d'autres un calcul génial. Mais ce qui se produisit dans les 5 minutes suivantes mérite la plume des meilleurs scénaristes d'Hollywood. Bien que ce fût la réalité rude, sale et sanglante de 43. Et cette réalité dépassa les fantasmes les plus audacieux. Avez-vous déjà vu ce qui se passe lorsque 57 tonnes d'acier trempé se déplaçant à 40 km/h rencontrent une colonne de véhicules blindés légers qui ne s'y attend pas? Les enquêteurs qui travaillèrent sur les lieux de l'accident sur la route près de Luckenwald, 2 jours plus tard, décrivaient ce qu'ils avaient vu en un seul mot, hachoir. Mais ce n'était pas simplement un accident, c'était une exécution chirurgicalement précise. Nous avons obtenu l'accès au protocole d'inspection des lieux, établi par la gendarmerie de campagne. Les traces de chenilles sur l'asphalte racontent une histoire à laquelle il est impossible de croire si l'on ne voit pas les photographies. Le tigre n'a pas simplement percuté, il a dansé. Au moment où le camion de tête de la colonne allemande, aveuglé par le projecteur, vira à gauche et s'effondra dans le canal de drainage, la formation se disloqua. Les conducteurs des véhicules arrière, voyant devant eux un mur de lumière et des débris volants, freinèrent brutalement. Ce fut leur condamnation. Les lourds tracteurs semi-chenillés, les canons, les camions-citernes, tout cela se mélangea en un tas. Et dans ce tas, à pleine vitesse, s'engouffra notre fugitif. Il utilisa l'inertie de sa machine comme un bélier. Le premier choc frappa le flanc d'un canon automoteur Marder. Le rapport indique que sous l'impact, le canon de 75 mm de l'automoteur se tordit à angle droit et le véhicule lui-même fut projeté à 20 mètres, comme un jouet. Mais le mécanicien ne s'arrêta pas. Il savait que s'arrêter, c'était la mort. Il enclencha la marche arrière, fit pivoter le char sur place, réduisant l'asphalte en miettes et frappa à nouveau. Cette fois, la cible fut un transport blindé de transmission. Pourquoi précisément les transmissions ? Cela prouve qu'aux commandes se trouvait non pas un prisonnier rendu fou par la peur, mais un tacticien froid. En détruisant le véhicule avec les antennes, il priva la colonne de la possibilité d'appeler des renforts. Dans les ondes, le silence s'installa. Seulement le crépitement du métal en feu et les cris des blessés. Dans le chaos du combat nocturne, dans la fumée et les flammes, les Allemands commencèrent à se tirer dessus. Ils voyaient la silhouette d'un char, mais ne pouvaient le comprendre si c'était un ami ou un ennemi. Car c'était un tigre, leur propre machine. Cette seconde d'hésitation leur coûta la vie. Notre héros traversa la colonne comme un couteau brûlant traverse le beurre, laissant derrière lui un sillage de destruction, et se fondit à nouveau dans la nuit.
tournant sur un chemin de terre menant aux voies ferrées. Mais éloignons-nous de la description du combat et tournons-nous vers un document que nous avons trouvé dans les archives de l'administration ferroviaire du Reich. C'est un rapport du chef de gare de Jüterbog, daté du petit matin du 26 juillet. Il y est question d'un objet non identifié qui se déplaçait le long des voies. Feu éteint. Les cheminots le prirent pour une locomotive de manœuvre, mais le bruit était différent. C'était un grondement sourd et profond d'un moteur 12 cylindres fonctionnant à la limite. Le char suivait un parcours parallèle à un train de marchandises transportant du charbon. Pourquoi ? La réponse réside dans le régime de température du moteur Maybach. Après la course folle et le bélier, la température du liquide de refroidissement s'était à nouveau approchée de la marque critique de 110 degrés. Le moteur bouillait, il avait besoin de refroidir, mais s'arrêter était impossible. Derrière, à seulement 5 km, se déployaient déjà les forces principales de la division SS Totenkopf. Et alors le mécanicien imagina un tour qui n'est décrit dans aucun manuel. Il se plaça dans l'ombre aérodynamique du train. Le long convoi, roulant à 50 km/h, créait derrière lui un puissant flux d'air, une sorte de poche de vide. En se déplaçant tout près du dernier wagon, touchant presque celui-ci avec le canon, le char bénéficiait d'un refroidissement supplémentaire grâce à la turbulence, et en même temps le bruit du train masquait le cliquetis des chenilles. C'était un jeu avec la mort. Un seul mouvement erroné du levier et le char percuterait le wagon, déraillerait ou romprait une chenille. Mais il maintint la distance, kilomètre après kilomètre, dans l'obscurité totale, s'orientant uniquement grâce au brouillard et au feu rouge du wagon de queue. Cependant, la chance ne peut être éternelle. À l'aube, le brouillard se dissipa et dans le ciel apparut un son que connaît chaque soldat de cette guerre. Le gémissement désagréable des bombardiers en piqué Junkers 87, les Stuka. Les Allemands avaient refait décoller l'aviation. Maintenant qu'ils connaissaient le secteur approximatif de recherche, repérer l'énorme char en terrain découvert n'était qu'une question de minutes. Les pilotes de la Luftwaffe, des as ayant combattu en France et à Stalingrad, guettaient à leur proie. Un char sur fond de champ vert, une cible idéale. À l'intérieur du Tigre, notre héros entendit ce son. Il regarda à travers le périscope. 2 points noirs dans le ciel grossissaient rapidement. Il n'avait pas de mitrailleuse anti-aérienne, il n'avait pas d'obus. Il n'avait que son cerveau et sa connaissance de la machine. Il savait qu'une bombe de 250 kg, même tombant à côté, renverserait le char ou arracherait les chenilles. Un impact direct le transformerait en tombe commune. Fuir vers la forêt, il n'en aurait pas le temps. La forêt était à 2 km. Il ne restait qu'une chose, tromper. Dans le système d'échappement du Tigre existait la possibilité d'injecter du carburant directement dans les collecteurs brûlants pour créer un écran de fumée. Mais l'écran standard est blanc. Il dit à l'ennemi « Je suis ici, je me cache ». Le mécanicien fit autre chose. Il ouvrit la trappe du compartiment moteur de l'intérieur. Oui, dans la cloison se trouvait une trappe technique pour l'entretien, et il versa les restes d'huile directement sur les culasses brûlantes des cylindres. Une fumée épaisse, noire et grasse jaillit de toutes les fentes du compartiment moteur. De l'extérieur, on aurait dit que le char était déjà touché et brûlait. Il coupa le moteur. Le char s'immobilisa au milieu du champ, crachant des nuages de noirceur. Le mécanicien lui-même faillit s'étouffer. Il mit le masque à gaz trouvé sur le lieutenant mort et se figea. Les avions entamèrent leur approche de combat. Le pilote en tête, un Oberleutnant Hans Ulrich, le nom de famille est effacé dans le rapport, mais nous devinons de qui il s'agit, signala par radio « Cible en vue ». Cible touchée, forte fumée, brûle à flammes ouvertes. J'annule l'attaque, j'économise les munitions. Ils y crurent. Les Allemands, habitués au schéma, décidèrent que quelqu'un d'autre avait déjà fait le travail à leur place, ou que le moteur du char russe avait simplement explosé sous la surcharge. Les avions firent un tour d'honneur et retournèrent à leur base. Lorsque le grondement des moteurs s'éteignit, le char mort revint à la vie. Mais maintenant, il avait un nouveau problème, le plus terrible de tous. Le carburant, la jauge était à 0. Les fuyers qu'il avait remplis au village avaient brûlé dans le fourneau de la marche forcée. Le char s'arrêta. Définitivement cette fois, 57 tonnes de métal inutiles au milieu d'un pays ennemi. Il semblerait que ce soit la fin.
ouvre la trappe, sort et accepte le dernier combat, pistolet à la main. Mais notre héros ne serait pas une légende s'il avait abandonné. Il sortit sur la tourelle. Le silence. Le soleil matinal éclairait un paysage idyllique. Des fermes allemandes soignées, des moulins à vent et une odeur. Une odeur douceâtre de mousse, d'alcool. Le vent soufflait depuis une petite usine avec une haute cheminée de briques située dans une dépression à 500 mètres. Sur la carte capturée à l'officier, cet objet n'était pas indiqué, mais on ne peut tromper le flair d'un Russe. C'était une distillerie de schnapps ou une usine de production de carburant synthétique à partir de pommes de terre et de charbon. En Allemagne de la fin de la guerre, c'était un phénomène répandu. Le moteur à essence Maybach était omnivore. Si l'on savait comment régler le carburateur, il pouvait fonctionner à l'essence, à faible indice d'octane, mais pouvait-il fonctionner à l'alcool? Théoriquement oui. Pratiquement, cela détruisait la durée de vie du moteur en quelques heures. Mais il n'avait pas besoin d'heures, il avait besoin de kilomètres. Il quitta le char. Abandonner la machine était effrayant, mais nécessaire. Avec un bidon vide, il rampa à travers le champ de pommes de terre vers l'usine. La garde y était nominale. 2 vieillards du Volkssturm avec des fusils de chasse. Ils protégèrent l'alcool de leurs propres ouvriers et non des saboteurs soviétiques. L'infiltration sur le territoire de l'usine mérite un roman d'espionnage à part entière. Il ne tua pas les gardes, il les contourna, utilisant les ombres et les plis du terrain. Il trouva une citerne de produits finis. De l'éthanol technique à 96 degrés. Un combustible dont n'importe quel moteur se plaindrait, mais qui le ferait avancer. Il remplit le bidon, retourna au char, fit le plein, revint à nouveau. 7 allers-retours, 140 litres. Cela suffirait pour démarrer et atteindre l'usine elle-même pour faire le plein complet. Lorsque le tigre à traction alcoolique, toussant et crachant du feu par les tuyaux d'échappement, l'alcool brûle différemment de l'essence, entra par les portes de l'usine, la garde s'enfuit sans tirer un seul coup. La vue du monstre fumant et rugissant avec des étoiles rouges, il les avait dessinés avec de la boue sur la tourelle pendant qu'il attendait que le moteur refroidisse. Ce geste psychologique provoqua une terreur panique. Il amena le char directement sous le robinet de vidange de la citerne, ouvrit les goulots des réservoirs. L'alcool se déversa à l'intérieur et c'est alors que survint l'imprévu. Dans le bureau de l'usine, le téléphone sonna. Le mécanicien debout sur le blindage entendit cette sonnerie par la fenêtre ouverte. Il sauta, se précipita dans le bâtiment. Le combiné pendait au bout du fil. Il le souleva. À l'autre bout du fil se trouvait une voix calme et autoritaire. La voix parlait en russe avec un léger accent presque imperceptible. 4-3-1-2. Je sais que tu m'entends. Tu es allé loin, mais l'alcool détruira les jointes de culasse dans 20 km. Tu n'atteindras pas l'Elbe. Rends-toi. Je donne ma parole d'officier que je te laisserai la vie sauve. Nous avons besoin d'hommes comme toi. Qui était-ce? Comment savait-il qu'il était à l'usine? Cela signifiait qu'il le suivait. Cela signifiait que ce Storch dans le ciel n'était pas le seul observateur ou qu'il y avait réellement une balise radio sur le char. Cette pensée le traversa comme un éclair. Une balise, bien sûr, un prototype expérimental. Les Allemands ne pouvaient naguère pas l'envoyer sur le terrain d'essai sans assurance. Il lâcha le combiné, sortit en courant vers le char, commença à inspecter frénétiquement l'arrière. Où aurait-il pu cacher l'émetteur? Sous la caisse, dans la boîte à outils, il arrachait les caisses, éparpillait les outils et trouva une petite boîte noire avec une antenne aimantée à l'intérieur du capot du tuyau d'échappement, là où la température était la plus basse. Il l'arracha, la jeta au sol et l'écrasa sous la chenille en faisant pivoter le char. Maintenant, ils étaient aveugles, mais ils savaient où il était une minute auparavant. Le temps se comptait en secondes. Il tira de l'usine tout ce qu'il put. Réservoir plein d'alcool. Le moteur fonctionnait durement avec un cliquetis métallique. La détonation était terrible, mais la puissance. À l'alcool, le Maybach ne délivrait pas 700, mais bien 800 chevaux, même s'il se consumait lui-même. Le char démarra si brusquement que des pavés jaillirent dessous les chenilles. Maintenant, son objectif n'était plus simplement la fuite. Dans la conversation téléphonique, il avait capté en arrière-plan un bruit, le bruit d'une gare, l'annonce d'un haut-parleur. Le train spécial arrive sur la voie numéro 1. La voie de l'appelant venait de Luckenwalde, de ce même nœud ferroviaire vers lequel il se dirigeait initialement.
Il l'attendait là-bas. Il pensait avoir bloqué toutes les routes. Mais il n'avait pas pris en compte qu'il avait maintenant du carburant qui permettait au char de voler. Il n'emprunta pas la route, il suivit le remblai. Le remblai ferroviaire est une route idéale pour un char, plane, droite, dominant le terrain. Aucune mine, aucune embuscade. Les Allemands ne minent pas leurs voies en arrière profond. 1 heure plus tard, à l'horizon apparurent les cheminées et les flèches de Luckenwalde. La ville vivait sa vie d'arrière-front. Les locomotives fumaient, les camions circulaient. Le mécanicien arrêta le char dans un bosquet à 1 kilomètre de la gare. Il avait besoin d'un plan. Une attaque frontale sur un nœud fortifié était un suicide. Il y avait sûrement là-bas des canons de 88 qui perceraient le Tigre de part en part. Il avait besoin de ruse. Il se souvint de cet obus expérimental, le conteneur de gaz dont nous avons parlé. Il était toujours dans le râtelier. Si l'on en croyait le marquage, c'était un gaz binaire. 2 composants, inoffensifs séparément, mortels lorsqu'ils sont mélangés. Mais comment l'utiliser ? Il n'avait pas de détonateur. Et son regard tomba sur le système de fumigène qu'il avait déjà utilisé. Et si, au lieu d'huile, il versait dans le système l'un des composants du gaz ? En chauffant, il s'évaporerait et créerait un nuage, non mortel, mais provoquant la panique, l'étouffement, les larmes. Cela disperserait l'infanterie et les servants des canons. Cela lui donnerait un corridor. Il commença à bricoler en plein champ, ouvrant le conteneur hermétique avec le couteau capturé, risquant des brûlures aux poumons. Ses mains tremblaient, non de peur, mais de tension. Il versa le liquide épais et jaunâtre dans le réservoir du fumigène, démarra. Maintenant, il allait à la banque. Le Tigre s'engagea sur la ligne droite finale. Il entra dans la ville par le côté de la gare de marchandises. Les gens sur les quais se figèrent. Un char sale et noirci sans signe distinctif, avec des ailes tordues, rugissant comme un dragon. Lorsque la garde de la gare reprit ses esprits et ouvrit le feu avec des fusils, il appuya sur le bouton du fumigène. Un nuage non pas noir, mais d'un jaune âcre jaillit de l'arrière du char. Le vent le porta vers les positions des servants de la DCA. L'effet fut instantané, les soldats abandonnèrent leurs canons, se saisissant la gorge, se couvrant les yeux de leurs mains. Panique, gaz, attaque chimique. Ce cri était plus terrible qu'un bombardement. Le char traversa le brouillard jaune comme un fantôme. Il déboucha sur la place de la gare. Juste devant lui se trouvait ce fameux train spécial. Des wagons blindés, des plateformes avec du matériel bâché et un wagon-salon d'état-major avec de grandes fenêtres. Le mécanicien aperçut par la fenêtre du wagon un groupe d'officiers. Ils étaient assis autour d'une carte. Parmi eux se trouvait un homme en costume civil, mais avec une posture militaire. Celui-là même qui avait téléphoné, leurs regards se croisèrent une fraction de seconde. Dans les yeux de l'Allemand se lisait non pas la peur, mais la stupéfaction. Il avait vu celui qu'il croyait mort. Notre héros ne tira pas à la mitrailleuse. Il dirigea la machine de 57 tonnes directement vers le milieu du convoi, sur l'attelage entre le wagon d'état-major et la plateforme blindée. Le choc fut d'une telle violence que le wagon fut projeté en l'air. Le char, s'encastrant dans le châssis d'acier, resta coincé. Le moteur cala, l'attelage se rompit. Le train fut déchiré en 2, la voie était bloquée. Le sabotage avait réussi, mais maintenant il était pris au piège. Le char était coincé dans les débris du wagon, encerclé par des ennemis qui enfilaient déjà leurs masques à gaz et reprenaient leurs esprits. La tourelle était bloquée par un morceau de toit du wagon. Impossible de la faire pivoter. La mitrailleuse pointait vers le ciel. Il entendait les bottes ferrées marteler à l'extérieur. Il entendait les ordres. Prenez-le vivant, enfumez-le. Quelqu'un se mit à frapper l'écoutille avec une crosse. Russe, rends-toi. À ce moment, le mécanicien regarda la jauge de température. L'aiguille était entrée dans la zone rouge et s'était immobilisée. Là, à cause de la surchauffe et du choc, quelque chose s'était produit dans le système d'alimentation. L'odeur d'alcool devint insupportable à l'intérieur du compartiment de combat. Une seule étincelle suffisait. Il sortit sa dernière grenade à percussion, dévissa le capuchon. Le cordon avec la bille de porcelaine tomba dans sa paume. Il le regarda, puis l'écoutille, qu'on commençait déjà à forcer avec un pied de biche. Il avait le choix, tirer sur le cordon et se faire exploser avec le char et ceux qui étaient dehors. Ou bien il se souvint soudain d'un autre détail du manuel, l'écoutille de secours dans le plancher.
Elle s'ouvrait vers l'intérieur, mais le char était suspendu sur les débris du wagon. Le plancher était surélevé au-dessus du sol. Là, en bas, sous les chenilles, il faisait sombre. L'espace entre les rails. Il dévissa silencieusement en s'efforçant de ne pas faire teinter le métal, les écrous de fixation de l'écoutille. Le couvercle était lourd, 20 kg. Il le reçut sur sa poitrine, le posa au sol. L'ouverture noire menait vers l'inconnu. Dehors, on avait déjà apporté un chalumeau à gaz. La flamme siffla. Le métal de l'écoutille commença à rougir. Le mécanicien expira, se signa, bien qu'il fût membre du parti, et se glissa comme une couleuvre dans le trou. Il tomba sur le ballast directement sous le plancher du char. Au-dessus de lui pendaient 57 tonnes d'acier et des centaines de litres d'alcool prêts à s'enflammer. Autour, des bottes couraient, des chiens aboyaient, bavant. Mais les chiens sentaient l'odeur d'alcool et de gaz, qui couvrait l'odeur de l'homme. Il rampa à plat ventre sous les wagons, entre les essieux, dans le cambouis, dans la boue, là où le convoi se terminait, en direction du dépôt de charbon. À ce moment, une explosion retentit au-dessus. C'étaient les vapeurs d'alcool dans le compartiment de combat qui avaient détonné à cause d'une étincelle du chalumeau. La tourelle du char fut arrachée et projetée à 1 mètre. Les Allemands qui se tenaient sur le blindage furent balayés par l'onde de choc. Tous pensèrent que le Russe s'était taffé et sauté. Le commandant de la ville, regardant la carcasse brûlante du tigre, ôta sa casquette. « Digne ennemi », marmonna-t-il. Affaire classée. Le prisonnier est mort, les preuves ont disparu. Mais il ne savait pas qu'à 100 mètres d'eux, depuis un tas de charbon, une paire d'yeux observait tout cela. Des yeux dans lesquels il n'y avait plus cette étincelle joyeuse qui était là au début. Il y avait là une glace froide. Il était libre du char, mais maintenant, il était seul au centre de l'Allemagne, sans armes. L'automatique était resté dans la machine. Il n'avait avec lui qu'un pistolet et un couteau, sans nourriture, dans des vêtements imprégnés de produits chimiques et d'huile, et avec une tâche devenue encore plus difficile. Survivre et revenir pour raconter la vérité. Et la vérité résidait dans ce qu'il avait vu dans ce wagon éventré. Pendant qu'il s'extrayait, son regard s'était accroché aux papiers éparpillés du coffre-fort. Sur l'une des chemises figurait une mention qu'il avait glacée. Ce n'était pas simplement une carte des opérations militaires, c'était un schéma de l'emplacement des usines souterraines, et l'une d'elles se trouvait sous cette gare même. Il comprit que sa guerre n'était pas terminée, elle ne faisait que commencer, et maintenant, il allait devoir descendre sous terre dans le royaume des ténèbres, où le Reich forgeait sa dernière arme de représailles. Avez-vous déjà entendu parler du projet Taupe ? Non, ni de l'animal, ni des jeux d'espionnage de l'époque de la guerre froide. Il s'agit d'un programme de construction du Reich, codé sous l'indice B4. Pendant longtemps, les historiens ont cru que les usines souterraines n'existaient que dans les montagnes du Harz, où l'on produisait les fusées Feu 2, mais des documents que nous avons trouvés dans les archives privées d'un ancien employé de la direction impériale des chemins de fer indiquent que sous la gare de Luckenwald se trouvait un site dont on avait peur de parler même au procès de Nuremberg. C'est là, dans ces entrailles de béton de la guerre, que descendit notre héros. Il laissa derrière lui la carcasse brûlante du tigre, se transformant de tankiste en ombre, glissant dans les artères de l'industrie allemande. La descente sous terre ne ressemblait pas aux scènes héroïques des films d'action. C'était un processus sale et pénible, rampant dans une goulotte à charbon inclinée qui menait à la chaufferie du complexe souterrain. Imaginez un étroit tube noir, couvert de poussière de charbon, où l'air est confiné et chaud. Un homme qui venait de survivre à un combat de chars devait maintenant lutter contre une crise de claustrophobie. Ses poumons, déjà brûlés par les vapeurs d'alcool et de produits chimiques, appaient avidement chaque gorgée d'oxygène. Mais il rampait vers le bas, dans l'obscurité, là d'où provenait un grondement de basse fréquence qui faisait vibrer les dents. Ce grondement était le souffle de générateurs géants. Nous avons trouvé le schéma de ventilation de ce niveau. Il est stupéfiant. Les Allemands avaient construit sous terre une ville autonome avec son propre microclimat. Et voilà que notre fugitif débouche du sas d'alimentation en charbon dans une immense salle rappelant l'enfer. Mais ici, ce ne sont pas des diables qui rôtissent des pêcheurs, mais des milliers de personnes émaciées en tenue rayée qui entretiennent des fours géants.
C'est le cœur de la chaufferie du complexe. Ici, le bruit est tel que le cri d'un homme n'est pas audible même à 2 pas. Cela le sauva. Personne ne prêta attention à la silhouette tombée du sas technique et disparue derrière une montagne d'anthracite. Il était noir de suie, comme tous ici, un camouflage parfait. Cependant, son objectif n'était pas la chaufferie. Ce qui le poussait en avant, c'était ce document même, aperçu dans le wagon éventré. Secteur Z, laboratoire. Il se frayait un chemin sur des passerelles techniques suspendues sous le plafond même, parmi l'enchevêtrement de tuyaux et de câbles. D'en haut s'ouvrait une vue qui pouvait rendre fou, d'immenses ateliers taillés dans la roche. Une lumière électrique vive et stérile inondait des rangées de machines-outils devant lesquelles se tenaient non pas des prisonniers, mais des spécialistes allemands en blouse blanche. Ici, on assemblait quelque chose d'étrange. C'était pas des chars, c'était des moteurs, mais pas des Maybach ordinaires. C'étaient des turbines à gaz, compactes, monstrueusement puissantes. Celle-là même qui, selon le projet des concepteurs, devait équiper les chars de la prochaine génération. Série E, notre héros se figea sur une poutre métallique, agrippée à une traverse. Son cerveau d'ingénieur, malgré une fatigue monstrueuse, commença à analyser ce qu'il voyait. Il comprit le lien. Ce tigre qu'il avait volé était un banc d'essai. C'est précisément pour cela qu'il avait une telle transmission. Et cette vulnérabilité dans l'hydraulique. Elle était calculée pour une autre pression, pour d'autres régimes, pour les régimes d'une turbine, et non d'un moteur à piston. Tout se mettait en place. On l'avait forcé à réparer non pas simplement un char, mais un prototype de système de refroidissement pour ce monstre. Et c'est précisément pour cela qu'on le poursuivait ainsi. Il était porteur d'un secret qui pouvait changer l'équilibre des forces dans la guerre des chars. Si l'Union soviétique avait appris que les Allemands étaient proches de créer un char à turbine à gaz en 1943, cela aurait provoqué un choc au Kremlin. Il devait trouver les plans ou un échantillon. Mais comment ? Il était seul, sans armes. Le pistolet était resté dans la chaufferie. Il gênait pour ramper, contre toute une garnison de gardes SS qui contrôlait chaque couloir. Mais il avait une arme plus terrible qu'un pistolet, ses connaissances. Il regardait le système de tuyauterie enveloppant l'atelier. Tuyaux jaunes, gaz bleu, oxygène, rouge, extinction d'incendie, la minutie allemande et le marquage par couleur. Ils avaient rendu le système compréhensible pour tout ingénieur compétent et cela devint leur condamnation. Ils remarquaient que la conduite principale du système de climatisation passait juste au-dessus de la section de contrôle, un aquarium vitré où siégeait la direction. Là, derrière la vitre, ils voyaient une silhouette familière, l'homme en costume civil, celui-là même qui avait téléphoné à l'usine. Il se tenait devant une immense table à dessin et démontrait quelque chose avec véhémence à un groupe de militaires. Sur la table devant eux se trouvait cette carte même, dont notre héros avait une copie. Mais maintenant, il voyait l'original. Et sur l'original étaient marquées non seulement les usines, mais aussi des itinéraires. Des itinéraires de livraison de quelque chose de très important dans la région du saillant de Koursk. Notre saboteur prit une décision. Il ne pouvait pas détruire toute l'usine. Il n'avait pas d'explosifs, mais il pouvait arrêter le cœur de cet organisme. Il pouvait leur infliger une privation d'oxygène au sens propre et figuré. Il commença à se frayer un chemin vers le nœud de distribution de gaz. C'était une acrobatie des plus complexes. Il devait sauter de tuyau en tuyau à une hauteur de 20 mètres, au-dessus du sol en béton. Un seul mouvement erroné, une seule semelle glissante, et il se tuerait. Ses mains tremblaient, ses muscles étaient pris de crampes. Il était à la limite des possibilités physiologiques humaines. Nous avons trouvé des rapports médicaux sur l'état des pilotes de chasse après des combats prolongés. On constatait chez eux une perte de poids allant jusqu'à 5 kg par sortie et des tremblements des membres. Notre héros se trouvait dans cet état depuis 2 jours déjà, mais il était mu par la colère. Une rage froide et calculée de professionnels à qui on avait tout pris sauf le droit à la vengeance. Parvenu au nœud de ventilation, il découvrit ce qu'il cherchait, la chambre de mélange. Ici, l'air de la surface était purifié, réchauffé et envoyé dans les salles blanches du laboratoire. Et à côté passait une conduite d'azote technique utilisée pour le refroidissement lors du soudage. Si l'on envoyait de l'azote dans le système de ventilation au lieu d'air, les gens s'endormiraient, simplement, silencieusement, sans panique.
L'azote n'a pas d'odeur, c'est ce qu'on appelle la mort dans l'euphorie. Un plan sournois, mais efficace. Mais pour cela, il fallait court-circuiter les vannes. Soudain, un coup de sifflet retentit en bas. La garde. Quelqu'un avait-il remarqué l'ombre sous le plafond? Non, c'était la relève de la garde. Des soldats avec des chiens passaient juste sous lui. Des bergers allemands, intelligents, des bêtes méchantes. L'un des chiens s'arrêta, leva le museau et se mit à humer l'air. Il avait senti l'intrus, l'odeur de sueur, de brûlé et de peur que, quoi qu'on fasse, tout homme dégage. Le chien grogna. Le gardien tira sur la laisse, regarda en haut, mais les lampes vives l'aveuglaient. Il ne vit rien dans l'enchevêtrement sombre des installations. « Hans, allons-y, il n'y a que des rats ici !» cria le second gardien. Les soldats partirent. Notre héros expira. Des gouttes de sueur froide tombèrent de son front sur le tuyau chaud, s'évaporant instantanément avec un sifflement. Il sortit son unique outil, un couteau de prise, une lame en acier Solingen. Il devait dévisser 4 boulons sur la bride reliant les tuyaux. Les boulons étaient recouverts de peinture, grippés. Les dévisser avec un couteau était une tâche impossible, mais il se souvint de la physique. Le levier. Il trouva un morceau d'armature métallique oublié par les ouvriers. Il inséra le couteau dans la fente, pesa de tout son corps. Le métal grinça. Le premier boulon céda, le deuxième, le troisième. Au 4e, la lame du couteau craqua et se brisa. Le fragment resta dans le boulon. Catastrophe. Non, la bride s'était déjà desserrée. Le gaz sous pression commença à s'échapper en sifflant. Maintenant, le plus difficile. Diriger le jet d'azote vers la prise d'air. Il utilisa sa tenue, ôta sa veste, restant en chemise de corps sale, enroula l'endroit de la fuite, créant une manche improvisée, et en enfonça l'extrémité dans la grille de ventilation qu'il avait préalablement arrachée d'un coup de pied. La pression était énorme, le tissu se gonfla comme une voile, l'azote s'engouffra dans le système. Maintenant, il avait 10 minutes, pas plus, avant que la concentration d'oxygène dans les bureaux ne tombe à un niveau critique. Avant que les Allemands ne comprennent ce qui se passait, il devait descendre là-bas, dans l'aquarium, chercher les documents. Le chemin vers le bas fut plus rapide, mais plus dangereux. Il dévala l'escalier de secours, se brûlant les paumes. Il se retrouva dans le couloir du bloc administratif. Ici, c'était calme, trop calme. Les tapis étouffaient les pas. Au mur étaient accrochés des portraits du Führer. Il marchait en titubant comme un ivrogne. L'hypoxie commençait à agir sur lui aussi, car la fuite de gaz était proche. Ses yeux s'obscurcissaient. Il poussa la porte avec la plaque « Ingénieur en chef ». À l'intérieur étaient assis des hommes, cet homme même en costume et 2 généraux. Ils étaient assis dans des fauteuils, leurs têtes penchées sur leur poitrine. On aurait dit qu'ils dormaient, l'azote avait fait son œuvre. Aucune agonie, aucune lutte. Simplement l'interrupteur de la lumière dans le cerveau qui s'était éteint. Notre héros s'approcha de la table. Ses mains ne lui obéissaient pas, ses doigts étaient comme du bois. Il saisit le dossier avec une bande rouge en diagonale. Sur la couverture était apposé un tampon réservé au commandement uniquement. Il l'ouvrit et ce qu'il vit lui fit oublier sa fatigue. Ce n'étaient pas simplement des plans de moteur, c'était une correspondance. Des lettres de l'Union soviétique datées de 39 et 40, échanges techniques. Il s'avérait qu'une partie des développements sur les turbines avait été transmise aux Allemands dans le cadre du pacte Molotov-Ribbentrop. Mais ils les avaient utilisés non pour des tracteurs pacifiques, mais pour créer une arme du jugement dernier. Et dans l'une des lettres était mentionné un nom, son nom. L'ingénieur allemand écrivait « Le spécialiste Ruska possède une intuition unique en matière de dynamique des gaz. Je recommande de l'associer au travail à tout prix. » Voilà donc, ils le traquaient, non pas parce qu'il avait volé un char. Ils avaient provoqué la panne du char pour le tester. Tout ce spectacle au polygone, la transmission défaillante, c'était un test, un examen. S'ils n'avaient pas réparé le char, on ne l'aurait pas fusillé. On l'aurait envoyé ici, dans ce laboratoire souterrain, mais déjà comme esclave ingénieur, et lui, par sa fuite, avait brisé leur jeu. La prise de conscience de ce fait le frappa plus fort que la crosse d'un automatique. Il avait été un pion dans le jeu des services de renseignement, mais avait décidé de devenir une reine. Soudain, le téléphone sur la table sonna.
Une sonnerie stridente et perçante dans le silence mortel du bureau. Notre héros sursauta. Il regarda le propriétaire du bureau endormi ou mort, puis le téléphone. Qui pouvait appeler? La garde. Ils avaient remarqué la chute du niveau d'oxygène sur les capteurs. La porte du couloir s'ouvrit brusquement. Sur le seuil se tenait un officier SS en masque à gaz. Il tenait un parabellum dans les mains. Voyant le russe, il ne cria pas « And the Hawk ». Il tira. La balle frappa l'épaule. Une douleur aveuglante, brûlante. Notre héros tomba, renversant la lourde table en chêne. Le dossier avec les documents s'éparpilla sur le sol. L'officier fit un pas à l'intérieur, levant son pistolet pour le coup de grâce, mais il n'avait pas tenu compte d'une chose. La table était massive. Le russe frappa le pied de la table de sa jambe valide, la poussant sur l'allemand. Le lourd meuble renversa l'officier. Une lutte commença. Une lutte brutale et sale sur le sol du bureau. Un prisonnier blessé et épuisé contre un SS bien nourri et entraîné, mais handicapé par son masque à gaz. Le masque limitait la vision. Cela donna une chance. Notre héros s'agrippa de sa main valide au tube ondulé du masque à gaz et tira dessus. Le caoutchouc se déchira. L'Allemand inspira convulsivement et ses poumons se remplirent d'air dans lequel il n'y avait presque pas d'oxygène. En revanche, il y avait 90% d'azote. Il se mit à râler. Ses mouvements devinrent mous. Au bout d'une minute, il se tut. Notre héros se releva, comprimant sa blessure de la main. Le sang coulait entre ses doigts, sombre, épais. Il perdait ses forces à chaque seconde. Il devait partir. Mais comment? Dans le couloir, on entendait déjà le martèlement des bottes. L'alerte était maintenant réelle. Il regarda le mur du bureau. Y était accrochée qu'une grande carte des communications. Il cherchait une sortie. Pas vers la surface, où on l'attendait. Il cherchait un chemin vers le bas, dans le système de drainage, dans les égouts qui, d'après la carte, débouchaient pas dans la rivière Nutia à 1 kilomètre de là. C'était le chemin des rats. Mais maintenant, il était lui-même, un rat, acculé dans un coin. Il ramassa les documents éparpillés, les fourra dans sa chemise, là où se trouvait auparavant la bâche. Le sang imprégnait les papiers, symbolique du sang pour un secret. Il s'approcha de la fenêtre du bureau donnant sur l'atelier, brisa la vitre avec une chaise. En bas, dans l'atelier, la panique commençait. Les ouvriers tombaient, les gardes s'agitaient. Le chaos, son meilleur ami. Il sortit sur la corniche. De nouveau la hauteur, de nouveau le risque. Mais cette fois avec une épaule transpercée. Chaque mètre lui arrachait un cri de douleur qui restait coincé dans sa gorge. Il descendait le long de la gouttière, glissante, mouillée. Ses mains glissèrent. Descendu au niveau -2, il trouva une bouche d'égout pluviale. Un lourd couvercle en fonte. Il ne pouvait pas le soulever d'une seule main. Il utilisa la ceinture de l'officier qu'il avait emportée avec lui. Il fit une boucle, la passa dans l'anneau de la bouche, glissa sa jambe et, utilisant le poids de son corps, déplaça le couvercle. L'odeur fétide du souterrain le frappa au nez. C'était l'odeur de la liberté. Il plongea dans l'obscurité, refermant le couvercle derrière lui. Exactement au moment où dans le couloir apparaissent les faisceaux des lampes, il s'enfonça dans le collecteur. « Fermez les écluses », entendit Omkoy l'ordre d'en haut. Les écluses, cela signifiait qu'il pouvait inonder les tunnels. Le jeu continuait. Maintenant, ce n'était pas seulement l'armée qui était contre lui, mais aussi l'eau. Il pataugeait jusqu'aux genoux dans la boue glacée. L'obscurité était absolue. Il n'avait pas de lampe. Il avançait à tâtons, guidant sa main valide le long du mur visqueux. Il comptait ses pas, selon la carte qu'il avait mémorisée avec sa mémoire photographique pendant ses secondes dans le bureau. Jusqu'à la première bifurcation, il y avait 300 mètres. Soudain, derrière lui, retentit un grondement, le bruit croissant de l'eau. Ils avaient ouvert les écluses. La vague le poursuivait. Il se mit à courir. Il courait en trébuchant, tombant dans les immondices, se relevant et courant de nouveau. L'eau montait jusqu'à la taille, jusqu'à la poitrine. Le courant le renversait. Le froid pénétrait jusqu'aux os, paralysant sa volonté. Mais devant lui apparut une lueur. Une faible lumière grise de la grille d'évacuation. La sortie. Il s'élança de ses dernières forces. L'eau lui remplissait déjà la gorge. Il s'agrippa au barreau de la grille. Elle était fermée, soudée à jamais. Impasse. L'eau le plaqua contre la grille. La pression augmentait. Il regardait à travers les barreaux l'eau grise de la rivière, le ciel couvert de nuages, si proche et si inaccessible.
Il se mit à crier d'impuissance et de rage. Et c'est alors qu'il remarqua que l'un des barreaux, celui du bas, était rouillé. Des années d'eau et de produits chimiques avaient dit fait leur œuvre. Il cala ses pieds contre les bords en béton du tuyau, s'agrippa des deux mains, la blessée et la valide, et tira. La douleur à l'épaule était telle qu'il faillit perdre connaissance. Des étoiles explosèrent dans ses yeux, mais le métal céda. Le barreau se tordit. Une fente se forma, étroite, de 30 cm environ. Pourrait-il passer? Il expira tout l'air de ses poumons pour réduire le volume de sa cage thoracique et se faufila dans le trou. L'eau le propulsa dehors dans la rivière, comme un bouchon hors d'une bouteille. Il remonta à la surface, avalant avidement l'air. Le courant le saisit et l'emporta loin de la maudite usine, de la ville, de la poursuite. Il était vivant. Les documents étaient nets sur lui, mais il était au bord de la mort par hypothermie et perte de sang. La rive était envahie de roseaux. Il s'échoua sur la terre ferme, comme une créature primitive, tomba dans la boue. Il n'avait même pas la force de se retourner sur le dos. Et à ce moment, une ombre se pencha sur lui, un homme, une bête. Il essaya de lever la tête, mais ne put pas. La dernière chose qu'il entendit avant de sombrer dans le néant fut une voix allemande, mais pas un aboiement d'ordre, c'était une voix d'enfant. « Maman, regarde, il y a un soldat ici, il est mort !» Et une voix de femme, basse, effrayée. « Chut, Martha, ce n'est pas notre soldat. »« Mon Dieu, regarde sa main !» Si vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, dans les rapports de police allemands de fin juillet 1943, concernant la région de Brandebourg, on observe un pic anormal de déclarations de disparition de vêtements civils et de médicaments? L'histoire officielle attribuait cela aux déserteurs et aux travailleurs forcés qui s'enfuyaient des fermes. Mais nous avons trouvé un journal qui était resté dans le grenier d'une maison à moitié détruite dans la banlieue de Luckenwalde pendant plus de 60 ans. Son auteur, Frau Hilda Schmidt, veuve d'un officier de la Wehrmacht mort à Stalingrad, décrit des événements qui ne cadrent pas avec le tableau officiel du monde de cette époque. Elle écrit à propos d'un esprit qui est sorti de la rivière Noutia au coucher du soleil, le 27 juillet. Cet esprit était couvert de vases, il sentait les produits chimiques et la mort, et de son épaule suintait du sang noir. Mais le plus terrible, c'est que l'esprit avait les yeux d'un homme qui avait vu l'enfer et en était revenu. Quand Hilda et sa fille de 5 ans, Martha, trouvèrent notre héros sur la rive, il était en état de mort clinique. Hypothermie, perte de sang, choc toxique dû aux vapeurs d'azote et d'alcool. Tout Allemand normal de cette époque aurait dû courir à la police. Pour avoir caché un ennemi, on fusillait toute la famille, mais Hilda ne courut pas. Pourquoi? Les historiens débattent encore. Certains parlent du syndrome de Stockholm inversé, d'autres d'une haine secrète du régime nazi qui lui avait pris son mari. Mais nous penchons pour la version énoncée par un psychologue criminologue qui a étudié ses écrits. Elle vit dans ce ruse brisé et à moitié mort non pas un ennemi, mais le miroir de son chagrin. Elle vit une victime de la même machine qui avait broyé sa vie. Elle et sa fille, qui heureusement était trop petite pour comprendre la politique du parti, traînèrent le corps dans une vieille grange à sécher le tabac. Ce bâtiment se trouvait à l'écart, loin de la route. Ce qui se passa ensuite peut être qualifié de miracle de médecine populaire. Hilda n'avait pas de pénicilline, elle n'avait pas d'instruments chirurgicaux. Elle lava la blessure au schnapps. Ironie du sort, car c'était justement le schnapps qui avait failli tuer notre héros dans le char, et elle la cautérisa avec du fer chauffé. Dans son journal, elle écrit « Il ne criait même pas, il serrait seulement les dents, si fort que je pensais qu'elles allaient se briser. Il délirait, parlait dans une langue incompréhensible, mais un mot revenait constamment « carte, carte, carte ». Pendant 3 jours, il fut en proie à la fièvre. Pendant 3 jours, Hilda marcha sur le fil du rasoir. Au village, on savait déjà pour le sabotage à la gare et à l'usine. La Gestapo retournait la terre. Des camions de soldats fouillaient chaque cour. Et voici que vint le moment de vérité. Le matin du 30 juillet, une Opel noire s'arrêta devant la maison d'Hilda. En sortirent 2 hommes en manteau de cuir et le commissaire de police local. Ils ne cherchaient pas simplement un fugitif. Ils cherchaient un terroriste particulièrement dangereux qui détenait un secret d'État. Notre héros à ce moment-là était conscient.
Il était allongé sous un tas de vieilles pailles au deuxième niveau de la grange, serrant dans sa main ce même couteau à la lame cassée. Il entendait les pas en bas. Il entendait le commissaire de police demander à Hilda si elle avait vu des individus suspects. Il entendait la porte de la grange grincer. Et imaginez la tension de ce moment. L'un des hommes de la Gestapo commença à piquer le foin avec une baïonnette, méthodiquement, de gauche à droite. La lame passait à quelques centimètres du corps du fugitif. Notre héros retint son souffle. Son cœur battait si fort qu'il semblait que ce bruit s'entendait dans tout le Brandebourg. Il calculait les options. Si la baïonnette entrait dans sa jambe, il ne ferait aucun bruit. Si dans le ventre, non plus. Mais s'il le trouvait, il n'avait pas la force de se battre. Il était faible comme un enfant. À ce moment, sa vie ne dépendait pas de ses compétences en combat rapproché, mais du hasard et d'une petite fille. Martha, la fille d'Hilda, se mit soudain à pleurer bruyamment dans la cour, ayant laissé tomber sa poupée dans le puits. Cela détourna l'attention des Allemands. L'homme de la Gestapo jura, lâcha la fourche et sortit. Ils partirent. Quand le bruit du moteur s'éteignit, Hilda monta à l'étage. Elle lui apporta les vêtements de son mari, un costume civil gris, une casquette, des chaussures de travail. Elle comprenait qu'il devait partir. Sa présence était une condamnation à mort pour elle et son enfant. Notre héros chancelant se leva. Pour la première fois depuis ses jours, il se regarda dans un éclat de miroir cloué à une poutre. Un visage émacié, de la vase séchée, des yeux enfoncés. Mais le regard était resté le même. C'était le regard d'un loup qui léchait ses blessures et était prêt à repartir à la chasse. Il sortit de sous le foin le plus précieux, le dossier avec les documents. Le papier avait séché, mais les taches de sang et d'eau de rivière avaient rendu certaines lignes illisibles. Cependant, le schéma était resté, et en l'étudiant à la lumière qui filtrait à travers les fentes, il comprit une chose terrible. L'usine de Luckenwald n'était qu'un nœud, un atelier d'assemblage, mais les composants, les aubes de turbines, étaient de fabriquer en Tchécoslovaquie les alliages résistants à la chaleur dans la Ruhr. Et le polygone d'essai pour les produits finis ne se trouvait pas en Allemagne, il se trouvait en Pologne, dans une région qui sur la carte était marquée d'un gros marqueur rouge avec la mention « Zone d'exclusion totale Blizna ». C'est là que partaient les convois, et c'est là, d'après la correspondance, qu'était prévue la première utilisation au combat du produit. Pas un char, le char n'était qu'un porteur. Il s'agissait de quelque chose qui se montait sur le châssis, d'un générateur. Un générateur de quoi? Les textes étaient pleins de termes comme résonance dirigée, circuit ultrasonique. Les Allemands créent-ils un canon sonique ou quelque chose qui tue par vibration à distance? Cela changeait tout. Ils ne pouvaient pas simplement fuir vers les siens et faire un rapport sur un nouveau char. Ce serait une demi-vérité. Ils devaient se rendre à Blizna, au cœur des ténèbres. Comment? À pied, à travers la moitié de l'Europe, avec une épaule transpercée, irréaliste. Il avait besoin d'un transport, et pas simplement d'une voiture qui serait arrêtée au premier poste de contrôle. Il avait besoin d'un transport qui allait là-bas, officiellement. Un train. Il quitta la maison d'Hilda la nuit. Il ne dit pas merci, les mots n'étaient pas nécessaires. Il laissa simplement sur la table une montre en or, retirée du poignet de ce lieutenant Krause tué dans le char. C'était le paiement pour sa vie, un geste digne d'un gentleman mais accompli par un fantôme. Il arriva à la voie ferrée, pas à la gare de voyageurs où on vérifiait les papiers de chacun, mais à la gare de triage où se formaient les trains de marchandises. Il savait, d'après les conversations entendues des ouvriers à l'usine quand ils rampaient dans la ventilation, que les convois marqués OST allaient en Pologne sans inspection. C'étaient des trains de ravitaillement. L'infiltration dans la gare devint un nouvel examen de professionnalisme. Des gardes avec des chiens patrouillaient le périmètre. Des projecteurs découpaient l'obscurité. Il utilisa la tactique de l'angle mort. Il se déplaçait en synchronisation avec le faisceau du projecteur, restant dans l'ombre des poteaux. Cela exigeait une concentration surhumaine et un sens du rythme. Un pas, une pause. Un pas, une pause. Il atteignit les voies. Devant lui se tenait un convoi, long, interminable. Des plateformes couvertes de bâches, des wagons à bestiaux, des citernes. Sur l'une des plateformes, il vit une silhouette familière.
C'étaient des nains, des coqs de char, des panthères, mais sans tourelles, juste des châssis. Ils allaient en réparation ou en transformation. Il décida de ne pas deviner. Il avait besoin d'un abri, un wagon à bestiaux avec du foin. Trop évident, c'est là qu'on cherche en premier. Une citerne vide, dangereux les vapeurs d'essence. Il choisit l'endroit le plus inattendu, la plateforme de freinage d'un wagon de charbon. Une petite cabine exposée à tous les vents à l'extrémité du wagon. Il y faisait un froid de canard, mais on y regardait rarement. Il y grimpa, se recroquevillant en boule, se couvrant d'un morceau de toile de jute trouvé. Le train s'ébranla, le cliquetis régulier des roues devint sa berceuse et sa torture. Voyager sur une plateforme ouverte, à une vitesse de 60 km/h, est une épreuve même pour un homme en bonne santé. Le vent transperçait jusqu'aux os. Les étincelles de la locomotive volaient au visage, brûlant les vêtements, mais il tenait bon. Il s'était transformé en pierre, en partie du mécanisme. Il savait que le voyage prendrait au minimum 2 jours. 2 jours sans nourriture, sans eau, dans un froid constant. Aux arrêts, quand le train était garé sur des voies de garage pour laisser passer les convois militaires allant au front, il entendait des voix allemandes. Il entendait les gardes taper sur les roues, les atteleurs jurer. Une fois, le faisceau d'une lampe glissa sur sa cabine. Un garde éclaira, mais ne grimpa pas vérifier. À qui viendrait l'idée de voyager ici ? Le 2e jour, quelque part en Silésie, l'imprévu se produisit. À la gare de Breslau, le convoi fut garé sur une voie de garage et on commença à le reformer. Le wagon dans lequel voyageait notre héros fut détaché. Il devait être envoyé au dépôt de réparation, impasse. S'il restait, les ouvriers le trouveraient. S'il sortait, les gardes de la gare le remarqueraient, car la sécurité ici était renforcée, puisque Breslau était une forteresse. Il observait par une fente. Un atteleur s'approcha du wagon, un vieil Allemand avec un marteau. Il commença à vérifier les essieux. Notre héros se tendit. Sa main se dirigea vers le couteau. Allait-il devoir tuer ce vieil homme ? L'atteleur s'approcha de la plateforme de freinage. Il leva la tête. Leurs regards se croisèrent. Le vieil homme se figea. Il vit un homme recroquevillé dans un coin, noir de poussière de charbon, avec des yeux fous. L'Allemand ouvrit la bouche pour crier. Notre héros porta un doigt à ses lèvres, un geste de désespoir. Le vieil homme hésita une seconde, puis regarda autour de lui. Personne. Il abaissa lentement son marteau, sortit de la poche de sa veste un paquet de sandwichs et le jeta sur la plateforme, puis cria fort. « L'essieu est en ordre, on peut atteler. » Pourquoi fit-il cela ? Peut-être avait-il lui aussi un fils prisonnier en Russie ? Ou était-il simplement fatigué de la guerre ? Nous ne le saurons jamais. Mais ce sandwich au lard sauva la vie de notre héros. Il lui donna les calories nécessaires pour ne pas mourir de froid. Le wagon fut attelé à un autre convoi. Celui-ci allait définitivement vers l'Est, en Pologne. Le franchissement de la frontière du gouvernement général se passa inaperçu. Les enseignes des gares changèrent simplement, mais l'atmosphère avait changé. Ici, en Pologne, l'air était électrisé. Les partisans, l'armée de l'intérieur. Les forêts ici étaient plus dangereuses qu'en Allemagne. Les trains étaient souvent déraillés. Notre héros comprenait qu'il pouvait mourir des mains de ses propres alliés qui feraient sauter le convoi. À l'approche de Dębica, gare de jonction avant le polygone de Blizna, le train ralentit. Notre héros comprit qu'il était temps de descendre. Plus loin, c'était une zone de régime spécial. Là, on vérifiait chaque wagon avec des chiens. Sauter en marche avec une épaule transpercée était de la folie, mais rester était un suicide. Il attendit que le train entre dans une courbe et réduise sa vitesse à 20 km/h. Il se ramassa en boule, jeta en avant le dossier avec les documents, enveloppé dans de la toile de jute pour ne pas l'endommager, et sauta lui-même. L'impact sur le talus fut brutal. Il roula en boule sur le ballast, s'écorchant la peau, se cassant les ongles. La douleur à l'épaule explosa comme une supernova. Il perdit connaissance pendant quelques minutes. Il reprit conscience parce que quelqu'un lui enfonçait le canon d'une mitraillette dans le côté. Il ouvrit les yeux. Au-dessus de lui se tenaient des hommes. Pas des Allemands. Ils portaient des uniformes disparates, des tuniques allemandes, des casquettes civiles, des bottes soviétiques, des partisans. « Qui es-tu, bon sang ?» demanda l'un d'eux en polonais pur. Notre héros ne connaissait pas le polonais, mais il connaissait un mot qui pouvait lui sauver la vie ou le tuer. Il croassa. Staline. Les Polonais échangèrent des regards.
L'un d'eux, apparemment le commandant, cracha. Communiste ou provocateur. Il arma le chien d'un Schmeisser de prise. La situation tenait à un fil. Les Polonais de l'armée de l'intérieur n'aimaient pas beaucoup les soldats soviétiques, mais un troisième intervint. Il se pencha et ramassa ce fameux dossier qui était tombé à côté. Il défit la toile de jute, vit les aigles allemands et les tampons secrets. « Pan commandant, regardez, ce n'est pas un oiseau ordinaire, c'est un courrier. Et il semble qu'il ait volé aux Fritz quelque chose de très important. » Notre héros ne fut pas fusillé, on le traîna dans la forêt, au camp, mais pas comme invité, plutôt comme prisonnier. De nouveau captif, de nouveau des interrogatoires. Seulement cette fois, il était interrogé par des gens qui haïssaient les Allemands autant que lui, mais qui ne faisaient pas confiance aux Russes. Il dut traverser l'enfer de la méfiance. On ne le croyait pas quand il disait qu'un seul homme avait pu voler un char, faire exploser une usine et traverser la moitié de l'Allemagne sur le tampon d'un wagon. Cela sonnait comme le délire d'un fou, mais les documents parlaient d'eux-mêmes. Ils contenaient les plans du polygone que les partisans tentaient de reconnaître depuis des mois, mais perdaient des hommes dans les champs de mines. Et ce Russe leur avait apporté la carte des champs de mines sur un plateau. Le commandant du détachement, un vieux colonel de cette armée polonaise d'avant-guerre, regarda longuement le plan, puis notre héros, qui avalait avidement la soupe de sa gamelle. « Si c'est vrai, fiston, dit-il en russe avec un fort accent, alors tu nous as ouvert les portes de l'enfer. Mais c'est toi qui devras y entrer, parce que toi seul sais à quoi ressemblent ces maudites installations à l'intérieur. » Il s'avéra que les partisans préparaient un raid sur la base, non pas pour la détruire, mais pour capturer des échantillons. Les services secrets anglais leur avaient promis monts et merveilles pour des pièces de la fusée 2. Mais notre héros savait qu'il n'y avait pas seulement des fusées là-bas, il y avait cette fameuse arme sonore ou des générateurs pour de nouveaux chars. Et il comprenait que si cela tombait entre les mains des Anglais et non à Moscou, alors après la guerre, et il croyait que la victoire viendrait, l'URSS aurait de gros problèmes. Ils devaient tous les déjouer, les Allemands, les Polonais et les Anglais. Lui, simple ingénieur tankiste soviétique, se retrouvait au centre d'un nœud géopolitique, et il proposa au colonel un plan fou et audacieux. « Vous voulez entrer dans le camp ? Je vous y conduirai, mais pas à travers la forêt. Nous entrerons par la porte principale dans un convoi que nous capturerons. » Le colonel le regarda comme un dément. « Capturer un convoi avec des canifs ? » ?»« Non, » répondit notre héros, en s'essuyant les lèvres avec sa manche. « Nous avons quelque chose de mieux. Nous avons la connaissance des horaires. Et nous avons l'uniforme des gardes que vous avez pris sur les Allemands tués. Nous leur offrirons un spectacle qu'ils n'oublieront pas. » Ainsi commença la préparation de l'une des opérations les plus étranges de la Seconde Guerre mondiale. Une opération qui n'est enregistrée nulle part officiellement parce que ses participants venaient de camps différents, temporairement unis contre un mal commun. Mais avant cela, notre héros devait reprendre des forces. La forêt guérissait, l'air de la liberté guérissait, mais plus que tout, c'était la pensée qu'il était proche qui le guérissait. Il sentait la vibration de la terre. Là-bas, derrière la forêt à 20 km, les Allemands lançaient leurs fusées. La terre tremblait et chacune de ces secousses lui rappelait « Le temps s'enfuit ».